Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette émission. Nous recevons ce soir le directeur général d'une structure parmi les plus importantes du pays, la RPT, l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Comme vous le savez, ce secteur s'implique constamment dans notre quotidien, puisque la vie aujourd'hui est inimaginable sans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous recevons donc Moustapha Mami Djabi pour comprendre le fonctionnement de cette structure, ce qu'elle apporte au pays et peut-être aussi ses insuffisances. Moustapha Mami Djabi a une heure pour nous convaincre. Nous animerons cette émission avec Antoine Couronnement de la télévision Gagnon. Alors, monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quel est l'état des lieux de postes et télécommunications en Guinée? Question générale d'abord. Et puis, quels sont les grands chantiers de la régulation? Merci beaucoup. Aujourd'hui, le secteur des technologies de l'information et de la communication en Guinée est caractérisé par une dynamique très encourageante. Je commencerai par dire que ce secteur est le secteur le plus dynamique dans l'économie nationale. Et quand on doit faire une comparaison avec les autres pays de la CEDEAO ou les autres pays africains, pour les 3 dernières années, la Guinée, le secteur des TIC en Guinée est le plus dynamique de la sous-région. En termes de statistiques, pour ce qui est de la couverture du territoire national, du taux de pénétration, des produits et services mis à la disposition des consommateurs. Si vous regardez les statistiques des autres pays africains, les statistiques des autres pays de la CEDEAO, vous verrez clairement que le secteur en Guinée est aujourd'hui le leader en termes de dynamique. Ça ne veut pas dire que nous dépassons les autres pays en termes de facilité, en termes de taux de pénétration. Ça veut tout simplement dire que les progrès que nous avons enregistrés ces 3 dernières années, la cadence que nous avons enregistrée, elle est plus soutenue, plus forte que ces pays voisins en termes de statistiques et de croissance. Progrès, un exemple de progrès par exemple. Un exemple de progrès. En 2011 par exemple, le taux de couverture radio du territoire national était au moins de 20%. Aujourd'hui, nous sommes autour de 87%. Le taux de pénétration, qui est évalué ici en termes de lignes téléphoniques comparé à la population globale du pays, était autour de 20%. Nous sommes aujourd'hui à 93%. Voici autant d'indicateurs qui aujourd'hui nous permettent d'évaluer le progrès, les différents progrès enregistrés dans le secteur des TIC dans notre pays. C'est une bonne nouvelle que vous annoncez, mais ça s'explique par rapport à la disponibilité des hommes, limitant la capacité des opérateurs de la presse. Les deux. En fait, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent? Nous avons, au niveau de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, opté pour une régulation intelligente, celle qui consiste à se positionner en tant que partenaire avec les opérateurs fournisseurs de services. Partenaire, ça veut dire que nous ne nous positionnons pas en tant que structure qui va dicter des ordres à ces opérateurs qui sont des investisseurs, mais créer un environnement propice au dialogue, à la concertation, pour que les uns et les autres, nous, représentants de l'État, les opérateurs investisseurs qui ont un cahier de charge et une convention signée avec l'État, nous puissions chacun, à ce qui nous concerne, de faire face à ces obligations pour que ce secteur puisse répondre aux aspirations des peuples. Avant que vous nous parliez des grands chantiers, comme l'a posé Yamsa Sidibé, parlez-nous un peu de votre rôle exact dans le pays à l'interne, pour ceux qui ne comprennent pas un peu le rôle de la RPT. C'est quoi exactement votre rôle en Guinée? Une autorité de régulation comme la nôtre, autorité de régulation des postes et télécommunications, veille au respect des lois régissant le secteur des postes et télécoms. Qui dit veiller au respect des lois, dit d'abord expliquer le contenu, expliquer la teneur de ces lois, accompagner les entreprises, accompagner les citoyens à comprendre le contenu de ces lois et les accompagner même dans la mise en œuvre et le respect des dispositions contenues dans ces lois. Ça, c'est la première partie, c'est l'aspect avant-gardiste. Et de l'autre côté, nous veillons sur le niveau de mise en œuvre de ces lois. Ça veut dire que nous avons un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de mesures que nous effectuons pour voir est-ce que les uns et les autres
chacun a respecté ses obligations contenues dans la convention qui a été établie et qui lui permet d'avoir une licence pour opérer dans le secteur des postes et télécommunications. Si il y a des manquements, nous procédons par interpellation, nous procédons par dissuasion, nous procédons après par des sanctions éventuelles. Ça, c'est le dernier recours. Mais est-ce que sur le terrain, cela exerce le rôle, tel que vous le dites, est-ce qu'il exerce sur le terrain? Vous le faites bien, cette mission? Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous ne pouvons pas dire que nous le faisons très bien. Nous pensons aujourd'hui que nous avons amélioré la performance de l'autorité de régulation. Ceci se ressent sur les résultats enregistrés dans notre pays au cours de ces 3 dernières années. Ceci se ressent sur le climat que nous avons essayé d'entretenir dans l'environnement du secteur des postes et télécommunications. Ça se ressent également dans les rapports qu'il y a entre l'État, les opérateurs, les citoyens qui sont les consommateurs et les opérateurs fournisseurs de services. Vous dites à travers de vos relations avec vos partenaires que vous êtes la structure la moins coercitive dans la sous-région. Est-ce que cela ne se fait pas au détriment du consommateur? Est-ce que vous n'êtes pas plus proche dans ce cas des opérateurs que du consommateur? Est-ce que ce n'est pas au détriment du consommateur? Par exemple, si vous prenez la téléphonie mobile. Ça peut être vu sous cette forme, mais c'est très réducteur. Nous nous disons qu'à chaque fois nous sommes obligés de sanctionner ce qu'il y a échec. Notre objectif, c'est de passer une année sans qu'il y ait sanction. C'est de passer une année sans qu'il n'y ait de problème entre le régulateur et les opérateurs, entre les consommateurs et les opérateurs. Parce que nous faisons la différence entre les réclamations et les problèmes. Donc, nous avons essayé de conscientiser l'ensemble des acteurs pour que on puisse avoir une année sans problème majeur, une année sans altercation. Nous avons passé des années avec beaucoup de problèmes. Effectivement, au niveau des consommateurs. Effectivement, si nous devons faire une rétrospective, j'ai l'habitude de le rappeler, en 2011, il y avait un problème d'interconnexion entre l'ensemble des réseaux. 70 à 75% des appels ou des tentatives d'appels échouaient pour des problèmes d'interconnexion. On entendait par suite d'encombrement, votre appel ne peut aboutir. Aujourd'hui, c'est clair, c'est évident qu'il n'y a pas de problème d'interconnexion. Nous avons une équipe d'experts, d'ingénieurs qui se réunit chaque semaine pour évaluer les flux, les trafics entre les différents opérateurs, faire une ingénierie anticipative, faire en sorte que ce problème ne se répète plus. Ça, c'est un. De l'autre côté, il y a eu des consommateurs qui nous ont saisis pour des problèmes de facturation sur leur crédit de communication. Nous avons approché les uns et les autres pour comprendre quelle était l'origine de ces défaillances, parce qu'effectivement, il faut le reconnaître, il y a eu des défaillances à ce niveau, et nous avons essayé de corriger, faire en sorte qu'à chaque fois un citoyen, s'il se sent brimé dans ses droits quand il nous saisit, le bureau du conseil juridique qui est en même temps en charge des relations avec les consommateurs fait en sorte que le citoyen soit rétabli dans ses droits. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information ont bouleversé le processus de création de la richesse. Quelle est la place de l'RPT dans ce processus-là? Ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, nous parlons de l'économie numérique. C'est une nouvelle, ce n'est pas en fait une nouvelle économie, mais c'est une forme d'économie, parce que autour des technologies de l'information et de la communication se crée un certain nombre d'activités nouvelles, génératrices de revenus, se crée un nouvel ordre économique. Les acteurs se virtualisent. La richesse elle-même, elle se virtualise. Si nous prenons quelques exemples, nous prenons le secteur bancaire. Aujourd'hui, nous parlons de mobile money, c'est-à-dire les transactions financières à travers le réseau mobile. Nous parlons de e-éducation, l'éducation à distance à travers les technologies de l'information et de la communication. Nous parlons de e-santé, c'est-à-dire le fait qu'un médecin puisse prodiguer des conseils, puisse poser des diagnostics à distance en utilisant les facilités offertes par les technologies de l'information et de la communication. Donc vous voyez que ça bouleverse un peu le paradigme qui est jusqu'à présent celui qui est connu. Et ça crée de nouvelles richesses, ça crée de nouvelles opportunités économiques. C'est pourquoi l'ensemble des acteurs
des différents secteurs économiques doivent s'asseoir pour réfléchir sur la nouvelle structuration à mettre en place afin de bénéficier de ces facilités. Parce que quand on ne prend pas les dispositions en amont, parce que jusqu'à présent, dans nos pays, c'est pas seulement la Guinée, nos différents gouvernements n'ont pas compris, ou n'ont pas pris la mesure réelle de tout ce que le secteur des technologies de l'information et de la communication peut apporter à l'économie nationale. Si vous permettez, j'ai envie qu'on revienne un peu sur le rapport publié par votre structure en 2013, notamment la liste des fournisseurs Internet. À l'époque, vous rappelez qu'il y avait 6 présentes sur le terrain, 4 dans un tableau, il n'y a que 2 qui ont la licence selon les informations. Comment expliquez-vous? Très bien. Il y a les opérateurs fournisseurs d'accès Internet de fait. Il y a les opérateurs fournisseurs d'accès Internet licenciés. En 2011, nous avons commencé par recenser tous les acteurs évoluant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, y compris le segment fourniture d'accès Internet. Nous avons trouvé la liste que vous venez de donner. Au lieu de dire que vous n'êtes pas en règle, vous n'avez pas les documents qu'il faut, vous devez arrêter d'exercer, alors que vous avez déjà des abonnés, vous avez des citoyens qui bénéficient des services que vous rendez, on s'est dit qu'il fallait changer la méthode. Appeler ces acteurs, leur expliquer la situation dans laquelle ils se trouvent, leur montrer que nous sommes disposés à les aider pour régulariser leur situation et avec eux établir les différentes étapes à suivre pour qu'ils soient en règle. Mais toute œuvre humaine est difficile, surtout quand vous voulez introduire le changement, il y a la résistance au changement, c'est relatif à la vie humaine. Les gens ont peur du futur, ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de prendre des initiatives et aller. Certains ont heureusement compris. Ce sont les 2 que vous avez vus dans le rapport d'activité 2013. Les autres, nous sommes toujours en train de leur expliquer pour qu'ils comprennent qu'il faut ce document ou cet ensemble de documents pour leur permettre d'exercer. Et avant cela, comment est-il sur le terrain? Est-ce que c'est de manière frauduleuse, puisqu'on n'a pas de licence encore? Non, pas de manière frauduleuse parce qu'ils sont connus. Nous savons où ils sont, nous savons ce qu'ils font. Nous suivons les activités qu'ils sont en train de faire. Mais pour que l'État puisse exiger d'eux un certain nombre d'actes à poser, il faudrait qu'il y ait un document codifié entre eux et l'État. C'est ce document que nous appelons la convention d'établissement qui est la condition sine qua non pour avoir une licence. Vous avez laissé évoluer sans cette convention? Ou bien est-ce qu'ils ne profitent pas de cette situation là aussi? Non, je pense plutôt qu'aujourd'hui ils ont compris qu'ils perdent beaucoup en n'ayant pas ce document. Parce que, vous l'avez dit, dans notre rapport, nous officiellement nous disons qu'il n'existe que les 2 qui ont une convention. Et quand une industrie, quand une administration publique, une administration consulaire vient nous voir, nous dire j'ai besoin d'aller vers un fournisseur d'accès Internet pour tel ou tel besoin, nous nous donnons que la liste des 2 qui sont régulièrement établis et qui aujourd'hui bénéficient d'une convention et d'un document de licence. Il y a aussi le cas des prestataires télécoms comme la Sodiacom qui, au regard de beaucoup de personnes, est une société qui ne paye pas de taxes ni de redevances à l'État. Est-ce que la Sodiacom a une licence? Ceci est très clair. Sodiacom n'est pas un prestataire de télécommunications reconnu en Guinée. Il n'a pas le droit d'opérer. Je crois que les dispositions ont été prises récemment par M. le Premier ministre, demander à ce que ces agissements cessent. Nous ne sommes pas dans la jungle, ce n'est pas un no man's land. Il faut que les gens comprennent qu'il y a un certain nombre de lois et de règles à observer pour pouvoir opérer dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Et notre brigade, nous avons une brigade de gendarmerie ici, elle a reçu des instructions fermes. À partir de cette date, tout opérateur... Quelle date? Je crois que ça fait 3 semaines qu'on a eu la réunion, je ne me rappelle pas exactement de la date, mais à partir de cette date, tout opérateur, même les opérateurs licenciés, avant qu'ils ne commencent à déployer des infrastructures dans les voiries
de nos différentes agglomérations, ils ont l'obligation de souscrire pour une autorisation. Sans cette autorisation, notre brigade a le droit de les interpeller, saisir les équipements et saisir même les gens qui travaillent. Mais comment se fait-il que c'est après quelques années que la Sodiacom est interpellée par le Premier ministre, alors que vous avez la charge de réguler tout cela? Est-ce une incapacité ou une fuite en avant? Vous avez parfaitement raison. Depuis très longtemps, nous avons saisi Sodiacom, nous l'avons convoqué, nous l'avons dit qu'il n'a pas le droit d'opérer. Nous avons invité l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile, l'ensemble des opérateurs fournisseurs d'accès Internet, ici au siège de la RPT, pour leur dire que cette entreprise n'est pas une entreprise reconnue. Ce qu'elle fait sur le terrain, elle n'obéit à aucune règle nationale, et même le travail qui est fait n'obéit à aucune règle d'ingénierie, et qu'il ne fallait pas souscrire au service de cette entreprise. Nous avons été heurtés à un certain nombre de difficultés que je ne vais pas énumérer ici, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le résultat auquel nous avons abouti. Ça a permis à tout le monde, côté public, côté privé, le régulateur, de comprendre qu'on ne peut pas, quelles que soient les accointances qu'on a, vouloir travailler dans un pays sans être protégé par les lois et les règlements régissant le secteur. Bon, puisqu'on parle de licence, quels sont vos rapports avec les radios et les télévisions privées? Avant, vous parliez souvent au biceps, maintenant de moins en moins. Quels sont vos rapports? Est-ce que ce sont de meilleurs rapports aujourd'hui? Les radios, en fait, la gestion des radios se fait à 3 niveaux. Pour que l'autorité de régulation des postes et télécommunications donne une licence à un promoteur de radio, il faudrait que le promoteur présente un agrément délivré par le ministère en charge de la communication, qui est l'institution habilitée à dire que ce promoteur a le droit d'opérer une radio ou une télévision sur le territoire. Nous mettons à disposition la ressource fréquentielle, celle qui permet de diffuser. Donc, nous ne sommes pas régulateurs du contenu, nous ne sommes pas régulateurs du fait que a-t-il le droit ou pas. La seule partie que nous régulons, c'est est-ce qu'il utilise la ressource fréquentielle mise à sa disposition conformément aux normes. Si oui, nous n'avons aucun problème. Sinon, nous interpellons, procédons de la même façon, nous interpellons le promoteur, et s'il ne comprend pas, nous avons la possibilité, de par la loi, d'aller jusqu'à saisir ces équipements. Mais quelquefois, saisir les équipements, ça crée des conflits. Nous avons changé de méthode. Aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion, comme vous avez soulevé le cas, nous avons des installations complètement opérationnelles. Nous avons acheté des générateurs de bruit. Donc, nous restons chez nous pour brouiller n'importe quelle radio qui, après avoir été interpellée sur des agissements contraires à la réglementation sur les radiocommunications dans notre pays, pour l'empêcher d'opérer. Et nous espérons que cela n'arrivera pas. Et c'est l'occasion de lancer un appel à tous ces opérateurs de radio et de télévision pour leur demander de respecter les ressources qui ont été mises à leur disposition, de respecter les caractéristiques techniques et paramètres tels que fixés par l'autorité de régulation et codifiés dans la licence. Vous ne réclamez plus rien, vous claviez souvent la main. Je crois à la fin à une période donnée de l'année, vous réclamez quelque chose de radio. Les redevances sont fixées par la loi. C'est régulièrement payé maintenant, ou bien vous avez décidé de passer l'éponge sur ces redevances? Nous n'avons pas le pouvoir de passer l'éponge. Parce que ce n'est pas nous qui fixons les redevances, ce n'est pas nous qui fixons les différentes dispositions légales. Nous veillons à l'application de ce qui a été fixé par le législateur. Les redevances sont codifiées dans la loi, mais quand nous prenons ces redevances, nous les reversons à l'État. Quand nous attirons l'attention de l'État sur cette situation, et si le même État nous demande d'attendre, nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi, nous attendons. Mais si demain, l'État nous demandait de régulariser ce secteur-là, bon, à part quelques-unes
qui payent régulièrement, qui sont vraiment corrects. Il faut aussi rendre hommage à ces promoteurs-là. Les autres verront leurs émissions, leurs fréquences retirées et... D'accord, vous accordez le droit. On a parlé tout à l'heure de la création de richesses. Vous avez rappelé le poids des nouvelles technologies aujourd'hui dans l'économie nationale. Comment ça se fait que vous n'êtes pas souvent cité parmi les grands contributeurs au trésor public? C'est le cas. Qu'est-ce que vous avancez dans ce sens? Qu'est-ce que vous apportez dans ce sens? C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, pas plus qu'avant-hier, nous avons eu une discussion avec le ministère délégué au budget et la Direction nationale des impôts. D'abord, pour que les gens comprennent quels sont aujourd'hui les apports, je dis bien les apports au pluriel, des technologies de l'information et de la communication dans l'économie nationale. Je vous donne un exemple. Nous avons aujourd'hui plus de 9 millions de cartes SIM actives. Et chaque appel téléphonique est assujetti à la TVA de 18%. Si vous prenez le coût moins d'un appel téléphonique, vous appliquez la TVA de 18%, ça vous donne une idée de ce que la Direction nationale des impôts devrait collecter dans le secteur des technologies de l'information et de la communication en termes de revenus. C'est un secteur, quand vous êtes content, vous téléphonez. Quand vous êtes fâché, vous téléphonez. Quand vous êtes en deuil, vous téléphonez. Quelle que soit la situation sociale qui se crée, vous téléphonez. Il y a même certaines personnes qui préfèrent monnayer le prix du petit déjeuner pour acheter du crédit de communication téléphonique. Donc, valoriser cette partie-là, ça donne tout de suite une partie de ce que les technologies apportent à l'économie nationale. Ça, c'est un premier aspect. L'ensemble des équipements qui sont utilisés pour construire les sites, les téléphones même que nous achetons, nous n'avons aucune industrie qui produit les téléphones. Nous n'avons aucune industrie qui produit les centraux téléphoniques, les BTS, l'ensemble des équipements. Même les cartes de recharge ne sont pas fabriquées ici. Quand ces produits sont importés, il y a des droits de douane qu'il faut payer. C'est beaucoup d'argent, c'est une très grande richesse qui est créée en termes de frais de douane par rapport d'abord à l'investissement que ces opérateurs consentent avant même de commencer à produire. Et de l'autre côté, il y a l'emploi que le secteur des TIC crée. Regardez, la moyenne, c'est 350 personnes en moyenne que chaque opérateur utilise en emploi direct. En emploi indirect, quand vous associez tous ces distributeurs, tous ces télécentres, tout ceci, c'est pas moins de 10 000 emplois indirects créés. Donc quand vous regardez la chaîne de valeur, vous regardez la richesse qui est créée à ce niveau-là, et chacun de ces distributeurs paye aussi, ou est censé payer les impôts, censé payer les taxes. Donc quand on fait toute une économie de cette chaîne de valeur, ça nous permettra d'évaluer l'apport réel du secteur des technologies de l'information et de la communication. Et quelle est la présence de l'ARPT dans ce processus? L'ARPT, vous avez cité la douane, vous avez cité l'impôt, mais l'ARPT, son rôle, c'est quoi dans ce processus de récupération de la richesse ou de création de la richesse? L'ARPT, d'abord, doit faire en sorte que tout ce que je viens de dire là puisse exister. Nous devons jouer le rôle de facilitateur. Et nous avons la possibilité d'aider la Direction nationale des impôts à évaluer l'assiette fiscale réelle. Nous avons la possibilité d'aider la Direction générale des services de douane à évaluer l'assiette fiscale réelle sur chaque équipement à importer. Nous collaborons aujourd'hui avec l'OGP pour ce qui est de la publicité en ligne. Nous collaborons avec la LONAGI pour ce qui est des jeux de hasard en ligne. Donc, tout ce qui est fait dans le secteur des technologies de l'information ou qui utilise les facilités offertes par les technologies de l'information, nous avons aujourd'hui les outils, l'ingénierie, la capacité et les ressources humaines de
pouvoir aider ces structures, ces différentes structures de l'État, afin qu'elles puissent entrer en possession de ce qui revient de droit à l'État. Et de l'autre côté, nous avons aussi, et je crois que les consommateurs le voient, les distributeurs le voient, fait en sorte que la tarification soit transparente, que les tarifs soient publiés, que les tarifs de gros soient publiés, que les tarifs de détail soient publiés. Ça permet à ceux qui veulent bâtir une économie de pouvoir faire leur business plan. Parce que quand vous n'avez pas de visibilité, vous ne pouvez pas faire un business plan. Vous ne pouvez pas réfléchir sur comment monter votre entreprise. Donc c'est autant d'éléments qu'une autorité de régulation devrait faire pour aider. Maintenant, ça j'ai parlé de ce que nous faisons pour l'État, pour les citoyens. De l'autre côté, nous faisons en sorte que les investisseurs, nous créons un environnement propice à l'investissement, nous stabilisons le marché, nous faisons en sorte qu'ils aient confiance à l'État, qu'ils comprennent, qu'ils aient une visibilité sur ce que l'État fait, pour éviter qu'on se retrouve dans une situation d'abus, pour éviter qu'on se retrouve dans une situation de dictature non justifiée. Donc parfois, nous aidons aussi ces opérateurs investisseurs à comprendre ce qui se passe du côté de l'État et même à les accompagner parfois, à expliquer à l'État un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problèmes auxquels ils font face. À vous entendre, la RPT contribue beaucoup à accroître l'économie nationale, mais au regard de cette liste, toujours je reviens sur le rapport publié en 2013, il semble qu'il y a beaucoup de milliards que l'État guinéen perd par la faute de la RPT. Quand je prends l'exemple du trafic international, dans le rapport publié, on constate qu'il y a 30 295 numéros frauduleux que pratiquent les Sinbox notamment, mais il se trouve que les Guinéens ne font pas la différence entre les appels internationaux et les appels nationaux. Souvent, lorsqu'on vous appelle, c'est un numéro local qui s'affiche sur l'écran. Pourquoi cela? Très bien. Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas la RPT, parce que vous présentez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme si c'est la RPT qui contribue. C'est le secteur des technologies de l'information et de la communication qui contribue à l'économie nationale. La RPT n'est qu'un acteur dans ce secteur. Il ne faut pas, on veut bien qu'on dise que nous faisons beaucoup, mais il faut rétablir les choses. C'est le secteur. Tu es stratégique dans ce domaine. Très bien, nous jouons le rôle qui nous a été confié à travers la loi. Pour ce qui est de la fraude, je voudrais dire déjà que la fraude se justifie par quoi? Quelqu'un dit toujours que quand il y a développement, il y a délinquance. Le secteur est dynamique, est porteur. Il y a des gens qui utilisent leur intelligence pour voir comment ils peuvent tirer profit de ce secteur de façon très intelligente, mais contraire à la loi. On dit que quand vous développez la police, inconsciemment, vous développez la délinquance. C'est comme les virus et les antivirus. Ceux qui développent les antivirus, on a tendance à penser qu'ils développent eux-mêmes les virus. Si nous avons donné dans le rapport le nombre de numéros frauduleux que nous avons détectés, ce chiffre-là, c'est le nombre de numéros que nous avons pu détecter et couper. Mais nous n'avons pas pu détecter l'ensemble des numéros frauduleux. La preuve, c'est que ça continue. Mais depuis 2011, nous avons pu arrêter une quinzaine de groupes qui font la fraude sur le territoire national. Avant, on les présentait à la télé, vous les avez vus, on les fait sortir, des étrangers, des nationaux, des personnes insoupçonnables. Notre rôle s'arrête où? À l'identification, l'arrestation, à l'audition, et à partir de là, nous transmettons le dossier à la justice. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous ces gens ont été libérés. Tous. Au mépris de ce que nous avons présenté comme préjudice subi par les opérateurs, de ce que nous avons présenté comme préjudice subi par l'État, de ce que nous avons présenté comme préjudice subi par la RPT, parce que nous avons mis des ressources humaines et des ressources matérielles pour pouvoir traquer et arrêter ces gens. Ce que vous dites est très important. Ils ont été libérés. Quand vous dites que vous mettez la main sur les personnes qui pratiquent des actes frauduleux au niveau de la télécommunication, comment vous réagissez lorsque vous constatez qu'il y a libération par la faute de la justice? Quelle est votre réaction par la suite? Nous sommes un citoyen,
Vous savez que la justice est un pouvoir. Nous sommes du côté de l'exécutif. C'est le pouvoir judiciaire. Nous ne pouvons que constater et puis pleurer s'il faut pleurer, mais on ne peut plus rien faire. Comment expliquer que cette situation de numéros frauduleux continue à prospérer? Est-ce que c'est lié au manque de moyens au niveau de la RPT ou bien je ne sais pas cette situation que vous venez d'évoquer? Ça continue. Je peux vous dire d'abord une chose, c'est que l'appel international, puis c'est le niveau local qui apparaît. La fraude dans le secteur des télécoms, c'est un réseau. L'extrémité qui est à Conakry a une origine dans un autre pays. Et si je vous donne un certain nombre de pays, la France, l'Angleterre, si vous allez, quand vous faites les statistiques, le nombre de numéros frauduleux à détecter par minute, par heure, par semaine, par jour, est beaucoup supérieur au nombre de numéros frauduleux détectés dans notre pays. Donc c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas seulement en Guinée. La preuve, c'est que nous discutons avec nos homologues des autres pays africains et européens sur les nouvelles stratégies à mettre en place pour pouvoir réduire. Parce qu'on ne peut que réduire. On ne peut pas arrêter. Parce que ceux qui fabriquent les équipements qui nous permettent de lutter contre la fraude sont les mêmes qui fabriquent les équipements pour faire la fraude. C'est l'une des problématiques aujourd'hui que nous essayons de prendre en compte dans la lutte contre la cyberdélinquance. Monsieur le directeur général, la Guinée a pris un grand élan de développement économique. Et comment participe la RPT dans ce processus? Nous sommes aujourd'hui l'un des premiers portails d'information des investisseurs. Parce que quand les gens regardent l'économie nationale, ils se rendent compte que le secteur des TIC bouge et bouge très vite. La dernière fois, le ministre des Télécoms nous disait que quand le MEDEF est venu, ils ont dit, la première impression qu'ils ont eue à l'aéroport, c'est que l'Internet en Guinée marche et marche bien. Le téléphone en Guinée marche et marche bien. Ils ont même fait des comparaisons avec la France. Nous avons nos homologues français, nous avons les statistiques. Donc, ils se disent que c'est un portail par lequel on peut avoir des informations. On peut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont les solutions que ce secteur, les différents acteurs du secteur ont eu à mettre en œuvre pour arriver là où ils sont aujourd'hui en matière de développement des infrastructures, développement de produits et services. Donc, nous aidons d'abord à créer un environnement, comme je le disais tout à l'heure, un environnement propice à l'investissement, de par la transparence des lois, de par la transparence des règlements, de par la transparence des actes. Parce que quand il n'y a pas de transparence dans les lois, dans les règlements, dans les actes, quand il n'y a pas de respect de ces lois-là, l'investisseur ne viendra pas. Parce qu'il n'a aucune possibilité de prédire ce qui va se passer. Pour lui permettre de mettre des dizaines et des centaines de millions dans un pays, il faut qu'il soit certain que pendant toute la période de rentabilité, pour toute la période d'investissement, les choses ne vont pas se bouleverser et qu'après la période d'investissement, le climat de stabilité va continuer pour lui permettre d'assurer le retour sur l'investissement. Donc c'est important. Et nous avons parallèlement développé un processus de collaboration avec les autres secteurs. Nous avons eu des réunions avec le ministère des Travaux publics, avec le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire, avec le ministère des Transports, pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut mutualiser les infrastructures. Comment est-ce qu'on peut faire que le développement d'un secteur n'empiète pas sur le développement de l'autre. Il s'est passé malheureusement à un moment donné que quand on voulait construire les routes, on vient couper les câbles de télécommunication. Tout simplement, chaque secteur a évolué sans tenir compte de la planification, du programme de déploiement de l'autre. Donc aujourd'hui, cette plateforme de dialogue est créée et nous sommes certains que cela va nous aider à faire de grandes économies d'échelle et éviter la déperdition dans les ressources à mettre à la disposition des secteurs concernés. C'est important, on a l'impression qu'on a cette idée que l'RPT est un département transversal. Est-ce que c'est à vous de travailler par exemple à l'adéquation entre les instruments juridiques et l'évolution technologique? Nous conseillons.
fait, légalement, c'est le législateur qui légifère. C'est l'État qui présente les projets de loi à l'Assemblée nationale qui légifère. Mais la structure, la matrice de régulation intelligente veut que celui qui est chargé de mettre en œuvre, de suivre la mise en œuvre, est à même de comprendre les difficultés qu'il y a sur le terrain. Donc il doit pouvoir remonter ces difficultés. Certaines de ces difficultés peuvent être résolues à travers des lois, d'autres à travers des décisions, d'autres à travers même un mécanisme de coordination. Donc nous conseillons l'État, nous aidons l'État à l'élaboration des textes, des projets de loi qu'il faut présenter à l'Assemblée. Et nous accompagnons l'État à expliquer à nos honorables députés la teneur de chacune des lois et l'impact que ça peut avoir sur l'économie. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la technologie évolue plus vite que les textes? Bien sûr. Que face à l'évolution technologique, les textes que nous avons se désuètent. Bien sûr, et c'est ce qui est d'ailleurs ce qui est intéressant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. L'industrie va plus vite que les États. Et c'est même normal, on s'est dit qu'il ne faut pas freiner l'innovation parce que les textes n'ont pas suivi. Laissez le marché se développer, laissez l'innovation se faire, laissez le secteur privé prospérer et après, imaginez les textes qu'il faut pouvoir les encadrer. Les textes deviennent, on verse ici à des déperditions financières, à la corruption, puisque les textes n'est pas là pour encadrer cette exploitation. Oui, mais là, il faut voir peut-être deux aspects. Il y a les gens pour lesquels les services sont mis à disposition et il y a l'État. Parce que l'État, au-delà de ce qu'il peut prendre comme taxes et impôts, l'État a aussi une responsabilité sociale. Il doit faire en sorte que les populations soient à l'aise, que les produits et services soient mis à la disposition des populations. La lenteur dans la mise à disposition ou dans l'élaboration des textes ne doit pas être un frein à l'innovation. Et c'est l'industrie qui finance la recherche. C'est l'industrie qui sait, aujourd'hui, seule l'industrie sait demain ce qu'elle veut mettre sur le marché. C'est une fois l'industrie a présenté ça pour la mise sur le marché que l'État se dit dans quelles conditions nous pouvons encadrer ces produits et services. Et c'est partout pareil. Une question simple, monsieur le directeur général. Est-ce que notre industrie travaille vous cessez dans le développement des nouvelles technologies? Notre industrie locale? Non, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de start-up, nous n'avons pas d'incubateur. Voilà, nous n'avons pas d'incubateur et je pense que nous avons intérêt, à travers le ministère de la formation professionnelle, à travers l'ensemble des acteurs, d'encourager les jeunes à créer d'abord que l'État crée des centres d'incubation et faire en sorte que les jeunes soient capables de créer des prolabs, des laboratoires de production, des start-up, parce que l'intelligence est ici. Moi j'ai rencontré des jeunes qui ont fabriqué des outils performants, qui permettent, qui ont même mis ces outils à la disposition des opérateurs. J'ai vu la dernière fois à la télévision guinéenne un jeune de Popodra, un jeune collégien, qui a assemblé des matériaux qu'il a ramassés dans la bourse pour pouvoir fabriquer un téléphone portable. Donc c'est des gens qu'on devrait pouvoir encadrer, on doit créer un environnement pour les permettre de créer, de participer à cet écosystème. Ça me permet, ça me donne l'occasion de vous dire que le président de la République a compris cet enjeu. Il a pris l'initiative de doter l'ensemble des écoles guinéennes de centres informatiques pour leur permettre d'avoir accès à la connaissance en ligne, d'avoir accès aux laboratoires, aux bibliothèques virtuelles, d'avoir accès aux autres étudiants, aux autres formateurs, aux autres chercheurs se trouvant partout à travers le monde. Je crois que ça va stimuler, ça va créer un nouvel élan. Et dans les 2 années à venir, je suis très confiant qu'on va participer à la création de start-up, de petits laboratoires de production et à l'éclosion du génie créateur de nos jeunes. Où nous en sommes sur le sujet, où nous en sommes dans ce projet d'initiative présidentielle pour les écoles?
cette initiative, aujourd'hui nous sommes dans la phase de remise à niveau des salles qui ont été identifiées par les ministères en charge de l'éducation, que sont l'enseignement préuniversitaire, l'enseignement supérieur et l'enseignement professionnel. D'ici le 31 décembre 2014, 100 établissements bénéficieront de ces centres à travers le pays, bien sûr, qui seront connectés à l'Internet. Et il y aura des modules pédagogiques qui seront mis à la disposition des formateurs pour que ces centres puissent contribuer positivement à la formation, à la recherche et à l'incitation à la création. Et nous aurons l'occasion de vous inviter le 2 octobre à l'inauguration des centres de Mamou à l'occasion de la célébration de la fête nationale. Une autre idée que le président de la République exprime souvent, c'est le projet e-santé. À quel niveau d'évolution se trouve ce projet-là? Je me rappelle un jour, on parlait de ce projet pour l'hôpital sino-guinéen de Kibé, qui permettrait par exemple les soins aux patients guinéens à partir de l'Inde. C'est un exemple. Où en êtes-vous dans ce projet? Ce projet qui permettrait aux grands spécialistes du monde d'intervenir directement dans le soin apporté aux Guinéens, à la Guinée. Il y a ce projet, il y a le fait qu'au-delà de ce projet, l'État, tous les États devraient développer des facilités pour permettre à toutes nos structures sanitaires, dans les grandes villes, dans les sous-préfectures, d'avoir accès aux experts, parce que malheureusement, les grands spécialistes, les grands experts se trouvent, pour ce qui est du niveau national, dans la capitale ou dans les régions. Dans nos sous-préfectures, il n'y a que des techniciens de santé, des infirmières, mais qui pouvaient bénéficier de l'appui de ces grands spécialistes à travers les facilités mises à disposition par la technologie de l'information. Parce que la faisabilité de ce projet au-delà de la RPT. Maintenant, ce projet précis que vous dites, c'est un don du gouvernement indien. Il s'appelle Projet panafricain de services en ligne. C'est le premier ministre indien, lors de sa visite à Addis Abeba, quand le président Konaré était président de la Commission de l'Union africaine, a donné à l'Afrique, tous les pays africains, 5 universités de référence, c'est-à-dire 5 de choisir dans chaque région l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Dans chaque région, avoir une université de référence. Et dans chaque région, avoir un hôpital de référence, un hôpital régional de référence. À l'échelle nationale, dans chaque pays, avoir un hôpital connecté au réseau, une université connectée au réseau et le ministère des Affaires étrangères connecté à ce réseau. Donc la Guinée, c'est dans ce cadre que la Guinée a bénéficié de ce projet. Ce projet, quand j'étais à la Commission de l'Union africaine, il était géré chez moi. C'est mon département qui le gérait. C'est moi qui m'impliquais directement dans la gestion de ce projet. Donc je connais la genèse. Et aujourd'hui, au-delà, parce que ça s'arrête, l'Inde a donné jusqu'à 5 ans. Et c'est seulement un hôpital. Mais vu aujourd'hui que nous avons les infrastructures presque partout à travers le pays, nous avons un certain nombre d'experts en santé, un certain nombre d'experts en éducation. Nous pouvons virtualiser cette expertise. Il revient à l'État, à travers le ministère de la Santé. Nous, secteur des technologies de l'information, nous allons apporter notre expertise et notre appui pour faire en sorte, serait-ce qu'à travers le téléphone mobile, on peut consulter une femme en état de famille à travers le téléphone mobile. On peut consulter un diabétique à travers le téléphone mobile. Ne serait-ce que discuter avec un médecin, lui dire ce que vous ressentez, lui permet de faire le premier diagnostic et de vous donner les premiers conseils. Moi, j'ai envie un peu qu'on parle de la Sotelgui, si vous permettez. La Sotelgui qui est l'opérateur historique. On vous a vu, Diaby Moustapha Mami, président du comité de gestion et de trésorerie. Aujourd'hui, cet opérateur est aux abois. Il est presque inexistant. Comment qualifiez-vous votre gestion? Merci. J'aime déjà votre introduction. On a vu Diaby Moustapha Mami, président de la commission, pas le directeur général de la RPT, parce que c'est incompatible.
une autorité de régulation des postes et télécommunications ne peut pas prétendre gérer une entité. Nous avons été obligés, il faut le dire, parce que quand on est commis de l'État, on reçoit des instructions, on obéit. Même si en amont, on a le droit d'attirer l'attention sur un certain nombre d'incompatibilités. Donc ça fait que vous avez une idée des circonstances dans lesquelles nous avons été commis à être dans ce comité de gestion. Et aujourd'hui, malheureusement, cette entreprise se trouve dans la situation que nous connaissons. C'est une situation de cessation d'activité, due principalement à une mauvaise gestion, à une mauvaise préparation à la concurrence. Qui dit mauvaise préparation à la concurrence dit manque de gestion, manque d'esprit d'anticipation. On ne peut pas se mettre à citer tous les mots, tout ce qui a amené l'entreprise dans la situation où elle se trouve aujourd'hui, justement pour régler ce problème. Alors, notre rôle, c'est de conseiller. En fait, c'est les conseils que nous donnons à Sotelgui, les conseils que nous devons donner à Sotelgui, à Orange, à Areba, sont des conseils transparents. Nous sommes équidistants de toutes ces entreprises. Et que dites-vous de ceux qui disent par exemple que Moustapha Mamidiaby a contribué à enfoncer davantage la Sotelgui? Parce qu'on apprend qu'à cause de 30 000 litres de carburant, la Sotelgui s'est arrêtée. C'est, vous savez, l'enfer chez les autres. Quand on tombe, on cherche toujours à voir est-ce qu'il n'y a pas un caillou où on s'est cogné le pied. C'est toujours comme ça. Et il y a depuis 2011 qu'on présente le bilan de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise produit? Quelles sont ses charges? Quels sont les revenus? Si les charges font 20, 30, 40, 50, 100 fois plus que les revenus, est-ce que c'est une entreprise fiable? Depuis combien d'années l'État subventionnait le salaire des travailleurs? On ne subventionne pas le salaire des travailleurs d'une société privée. Donc, que les gens acceptent de poser ce débat. Il ne s'agit pas de mettre du carburant dans des groupes électrogènes. Quand on met du carburant dans un groupe électrogène, c'est pour faire fonctionner quoi? Et quand on fait fonctionner ce quoi, c'est pour produire quoi? Et quand on produit quelque chose, c'est pour récolter quoi? C'est une chaîne de valeur. Je pense qu'il faut aujourd'hui que chacun prenne conscience, que chacun fasse son autocritique pour dire que j'ai une part de responsabilité. Parce que j'ai été employé de cette entreprise, je n'ai pas pris toutes mes responsabilités pour que ça marche. Si je n'ai pas activement contribué à réduire cette entreprise dans la situation où elle est aujourd'hui, mais j'ai été passif. J'ai vu et j'ai laissé faire. Si on vous demandait de faire un bilan de votre passage à la tête de Sotelgui en tant que président du comité de gestion, vous diriez quoi? Alors, ce que nous avons fait avec le conseiller de M. le Premier ministre, c'était d'abord de sécuriser les sites pour éviter que les gens volent, parce qu'on vole les équipements, on sabote les équipements. C'est ce que nous avons fait, ce que nous avons essayé de faire. Notre objectif, nous n'avions pas du tout pour objectif de remettre l'entreprise à flot. Ce n'est pas possible. Sotelgui seul a un effectif supérieur à la somme de l'effectif de l'ensemble des autres opérateurs du secteur. Pour une position, si on parle seulement des opérateurs de téléphonie mobile, 5e sur 5, avec un chiffre d'affaires en 2011, avec un positionnement de moins de 1%. Je pense que il y a de la responsabilité de chacun de voir la réalité en face, de dire que j'ai été responsable, soit directement, soit indirectement, et j'assume ma responsabilité. Et si aujourd'hui ça devrait être refait, de ne pas refaire. Monsieur le directeur général, on va revenir à la RPT. Vous disiez tantôt que ça bouge dans ce domaine, que ça bouge dans le domaine de la technologie, de l'information. Et comment vous, la RPT, vous récoltez la richesse? Parce que vous êtes un secteur riche. Très bien, le secteur des technologies de l'information est un secteur de richesse, c'est clair. Nous n'avons pas pour vocation de récolter. Ça aussi, il faut que ça soit très clair. Quand l'État met en vente une licence, l'État est propriétaire des revenus issus de cette vente. Nous, en tant que conseillers de l'État, nous pouvons jouer le rôle intermédiaire pour permettre à l'État d'avoir accès à ces ressources. Mais nous ne sommes pas
une institution de taxation. Nous n'imposons pas, nous n'avons pas pour rôle de récolter de la richesse. Et dans les textes de la Guinée, qui régissent le secteur des postes et télécoms, que sont les 3 lois actuelles, et dans les textes communautaires, le rôle des autorités de régulation du secteur des TIC est clairement défini. Vous avez annoncé de grands défis, parmi de grands défis qui attendent la RPT. Est-ce que vous avez réussi dans ce sens à professionnaliser votre personnel? Merci beaucoup. Je pense aujourd'hui que quand je parle du personnel de la RPT, je parle avec fierté. Les débuts n'ont pas été faciles, il faut le dire. Nous avons été obligés de prendre des décisions très impopulaires. Nous nous sommes fait violence parce que faire une restructuration, être obligé de se séparer d'une partie de l'effectif, ce n'est pas facile. Mais ce qui nous a motivés, c'est le fait de savoir que ce que nous étions en train de faire, on le faisait de façon transparente. Et on le faisait avec la conviction. Et une fois cette phase de restructuration terminée, on s'est fixé pour objectif la professionnalisation du personnel, qui est partie par la description de l'ensemble des tâches au sein de notre institution, la codification du processus de gestion à travers un manuel des procédures administratives, financières, techniques et juridiques qui a été présenté et validé, et le volet renforcement des capacités institutionnelles et humaines. Nous avons chaque année identifié les besoins de formation de chacun de nos collaborateurs, identifié à travers la direction de l'administration et des ressources humaines les institutions qui peuvent donner ces formations pour faire en sorte que nos cadres puissent avoir des niveaux de formation plus élevés que ceux des opérateurs et qu'on soit capable, à travers les différentes collaborations, les différentes conventions de coopération que nous avons signées avec les autres opérateurs de la sous-région, de pouvoir prêter notre expertise à travers nos collaborateurs afin de les aider à voir ce que nous avons fait. Cela d'ailleurs s'est traduit par plusieurs visites que nous avons reçues de régulateurs homologues qui sont venus s'inspirer de notre modèle de restructuration, de notre modèle de gestion. Et on ne dit pas encore une fois que nous faisons très bien. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai un certain nombre de ressources humaines à l'intérieur de l'autorité de régulation sur lesquelles cette structure peut compter. Peut-être une dernière question. Avant de la transition en analogie numérique de la radio et de la télévision terrestre, vous avez dit le jour que l'absence de politique nationale claire pour la valorisation des dividendes ni de la libération des ressources fréquentielles, et vous avez dit ceci, que les multinationales et autres démarcheurs vont se positionner pour des sens d'opportunité. Vous l'avez dit, je crois, en 2012. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas. Vous savez, en économie, l'opportunisme est très bien. Il y a même des écoles qui enseignent comment être opportuniste. Il faut être très opportuniste en économie. Il faut savoir se positionner. Il faut savoir être le premier. Aller vers des poches qui ne sont pas encore valorisées. Une fois le réveil au niveau de l'État est fait, est-ce que nous avons aujourd'hui une politique nationale claire dans ce sens? Nous avons un certain nombre d'outils aujourd'hui qui ont permis de clarifier, parce que nous avons tout récemment validé notre TANAF, qui est le tableau national d'allocation des fréquences, avec l'appui de l'Union internationale des télécommunications, que nous allons publier au journal officiel, parce qu'il faut le publier dans le journal officiel de la République. En plus de ce tableau national d'allocation des fréquences, nous allons publier le tableau de planification des fréquences. Et pour adopter ce TANAF, nous avons invité tous les secteurs, l'armée, la police, tous ceux qui ont besoin de ressources fréquentielles. Donc aujourd'hui, en termes d'outils techniques, ces outils existent. Les ressources humaines sont là. Notre direction en charge de la gestion des fréquences est très motivée et elle est à la disposition
que ce soit des structures nationales, des structures régionales, pour expliquer les enjeux liés à la gestion et à la valorisation des ressources fréquentielles. En deux mots, demain, l'ARPT, c'est quoi? Où ce sera quoi? Demain, l'ARPT, je crois, je suis convaincu, sera une institution qui, au vu des citoyens qui n'ont jusqu'à présent pas compris, qui aura participé depuis 2011 au redressement du cadre économique, à l'émancipation des différents acteurs dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, à la facilitation du cadre de vie à travers la mise à disposition de produits et de services pouvant aider à créer de la valeur. Monsieur le directeur général, est-ce qu'aujourd'hui vous avez les moyens de votre politique? On nous parle de la construction d'un nouveau siège de l'ARPT. Les moyens, oui, nous les avons. Nous avons les moyens humains. Je vous ai tout de suite parlé de la compétence de mes collègues. Nous avons la conviction, qui est l'élément fondamental. Nous avons la conviction de ce que nous faisons. Nous avons l'appui des textes. Nous avons l'appui du gouvernement. Et je crois que quand on a la conviction, quand on a des collègues compétents, motivés, au-delà des moyens financiers, on peut atteindre des résultats très importants. Et aujourd'hui, je peux vous dire que sur ce plan, nous sommes une équipe dynamique, prête à affronter les défis. Comment l'ARPT intervient en cas de conflit entre les opérateurs? Nous avons un mécanisme de règlement des conflits. Nous avons le processus de saisine. Quand il y a un différend, chose qui arrive très rarement aujourd'hui dans le secteur, parce que les mécanismes sont devenus très fluides, mais au cas où il y a un différend, nous sommes saisis, nous faisons l'instruction du dossier, parce que dans le secteur des télécoms, nous jouons le rôle de tribunal de première instance. Nous faisons l'instruction de la plainte ou de la saisine. Nous faisons notre opinion sur la saisine. Nous convoquons les parties pour expliquer, d'abord rétablir la vérité et s'entendre sur un mécanisme de résolution du conflit. Mais au-delà, pour éviter que de tels problèmes arrivent, nous avons anticipé pour créer des commissions consultatives. Mais ces comités consultatifs, où siège un représentant de chaque opérateur, ont pour rôle de discuter de l'ensemble des problèmes du secteur, de recueillir l'avis de l'ensemble des participants, de proposer des solutions, de les remonter au niveau du directeur général de l'ARPT, qui à son tour invite les directeurs généraux pour discuter des propositions issues des débats de ce comité consultatif. Et ça nous a permis aujourd'hui de réduire presque à néant les conflits entre opérateurs ou entre opérateurs et l'ARPT. Voilà. Merci bien, M. Diaby, d'avoir accepté de venir dans cette émission. Madame, Messieurs, nous étions donc avec le directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Il avait 1 heure pour vous convaincre. Merci de votre attention. Bonsoir. À bientôt. Inch'Allah.